Salut à tous, comment vous allez? J'ose espérer que vous allez bien. Cette petite vidéo aujourd'hui est très spéciale. D'abord, je suis en plein air, accompagné des arbres. Je suis un amoureux de la nature. Vous aussi, vous devez aimer la nature parce que c'est notre maison commune. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la vie de Jacques Roumain. Jacques Roumain qui est une légende, un génie de la littérature haïtienne. C'est aussi une légende, un classique de la littérature universelle. Alors, Jacques Roumain a écrit de nombreux ouvrages. Il a écrit La montagne ensorcelée, il a écrit La proie et l'ombre, il a écrit aussi Les fantoches, Bois d'ébène, il a écrit aussi Gouverneur de la Rosée. Gouverneur de la Rosée, qui est une œuvre posthume, mais c'est un ouvrage vraiment, vraiment exceptionnel, très profondissime. Alors, voici l'ouvrage. Alors, même si le mien est un peu abîmé, mais le contenu, ça reste formidable. Alors, les Haïtiens disent, ce livre est notre boussole, cet homme est notre fierté. Boussole et fierté de combien d'Haïtiens? Combien savent qui est l'homme et combien ont lu Gouverneur de la Rosée? Donc, ce livre, c'est notre boussole. Alors, Jacques-Stéphane Alexis, qui est aussi un classique de la littérature haïtienne, disait « Un peuple qui vient de produire Jacques Roumain ne peut pas mourir. Roumain est une immortelle qui fertilise nos ramures par son amour universel. Tous les grands Haïtiens qui fleuriront désormais sur notre sol ne pourront ne pas lui devoir quelque chose. » Donc, nous allons parler de la vie de Jacques Roumain. Jacques Roumain est né le 7 juin 1907 à Port-au-Prince, capitale d'Haïti. Il est issu d'une famille aisée, cultivée et très politisée. Il est le petit-fils du côté maternel de Tancrède Auguste, ancien consolidar et futur président d'Haïti de 1912 à 1913. Le jeune Roumain, âgé de 6 ans, débute ses études primaires et les 2 premières années du secondaire à l'Institut Saint-Louis de Gonzague. Et en 1923, il part pour la Suisse pour poursuivre ses études à Berne et à Zurich. Il voyage à travers l'Europe, en Allemagne, en France, en Angleterre, en Espagne. Il se familiarise avec les langues de Goethe, de Voltaire, de Shakespeare et de Miguel de Cervantes. En 1926, dans une école supérieure en Espagne, il aborde des études agronomiques. En 1927, âgé de 20 ans, il a promené à travers le monde des yeux neufs et intelligents. Il s'est frotté à d'autres valeurs de civilisation. Il a beaucoup lu, beaucoup retenu. Il parle déjà 4 langues sans compter le créole, ce qui est déjà beaucoup en son temps pour un insulaire antillais et pour son âge. On peut déjà parler de maturité précoce. Prétentieux, présomptueux, élu des dieux ou du destin, on ne sait. De toute manière, Jacques Roumain retourne au pays, prêt à jouer sa partition, mieux à assumer sa vocation d'élite et à continuer une tradition de famille dans le social, l'économique et le politique. En 1934, Roumain est déjà un leader. Roumain s'identifie comme de soi, chef de file de sa génération, qui dès 1915 se cherchait et avait trouvé en Jean Price Mars un maître à penser. La même année, il fonde avec Karl Boer. Karl Boer est un poète, faisait partie du mouvement indigéniste. Il a écrit un recueil de poèmes intitulé « Écrire sur du ruban rose ». Il a fondé avec Karl Boer et Émile Roumain la revue indigène, fer de lance d'une nouvelle école littéraire qui se cherche. Il mène de frondes activités littéraires et politiques. Il est président fondateur et secrétaire général de la Ligue de la jeunesse patriote haïtienne, délégué du comité de ratification des pouvoirs du président Eugène Roy. Il est nationaliste. Il combat sans réserve l'occupation américaine de 1915 et lutte pour la restauration intégrale de nos droits de peuple souverain.
Roumain est l'un des initiateurs de la grève de Damiens contre l'occupant et le gouvernement de Borno. Ses prises de position spectaculaires, ses attaques musclées irritent le pouvoir, mais le confortent dans sa position de leader d'une génération qui l'admire. L'applaudit, l'accompagne et le soutient sans réserve sur le chemin de la protestation et de la revendication pour la libération du pays. Il est arrêté, jeté en prison et jugé. Face à ces juges, Romain est intraitable. Son sang coule au prétoire, il est condamné. Sous la pression populaire, il est libéré sans purger sa peine. L'arrivée au pouvoir en 1930 du président provisoire Eugène Roy le propulse dans les affaires publiques. Il est nommé à 23 ans chef de division au département de l'Intérieur. Il ne reste pas longtemps dans ses fonctions. Intransigeant, il tombe en désaccord avec ses supérieurs hiérarchiques. Il démissionne. Jacques Roumain reprend du service dans l'admission publique à l'arrivée au pouvoir du président Sténio Vincent en 1931. Toujours comme chef de division, il démissionne à nouveau. C'est qu'entre-temps, ses idées politiques et sociales ont évolué. Il ne voit plus la question haïtienne avec des yeux d'insulaires et de bourgeois cossus, mais ceux d'un militant internationaliste, porte-étendard du bonheur humain. Il fonde en 1934 le premier parti communiste haïtien, dont il est le secrétaire général, et publie avec Christian Beaulieu Analyse schématique, un essai politico-social. Le président Vincent, qui est lié par des engagements avec les États-Unis qui venaient de mettre fin à l'occupation du territoire national, prend peur de ne pouvoir contrôler de jeunes anarchistes. Comme on disait alors, dirigé par Romain. Romain est de nouveau arrêté, passe devant une cour martiale pour complot contre la sûreté de l'État. Il est condamné à 3 ans de prison ferme. En 1941, de 1937 à 1941, à sa libération, la santé ébranlée, il laisse le pays, tant pour aller se faire soigner que pour se soustraire à une nouvelle arrestation. Il séjourne en Belgique quelque temps, puis se fixe en France. À Paris, il entreprend des études universitaires très sérieuses. Il s'adonne à des recherches scientifiques et publie leurs résultats dans les revues Regard, Commune et Les Volontaires. Il édite 2 ouvrages scientifiques qui retiennent l'attention de ses maîtres en Sorbonne. L'homme de couleur et les plaintes de l'homme noir en 1939. À Paris, il étudie à l'Institut d'ethnologie de la Sorbonne, à l'Institut de la paléontologie humaine, sous la direction du grand savant Paul Rivet, dont il fut un des assistants au Musée de l'Homme. Il est nommé membre de la Société des Américains de Paris et invité remarqué au Congrès des écrivains pour la défense de la culture. Il lie à cette époque de solides amitiés qui continuent à orienter sa vie et ses actions politiques et littéraires, notamment avec le poète cubain Nicolas Guillen, qu'il rejoindra en 1940 pour 1 an à Cuba. En 1940, toujours, il fait un bref séjour à la Martinique, séjour d'1 an à la Havane. En 1941, à l'arrivée au pouvoir du président Elie Lescaut, annonce une nouvelle orientation de la politique nationale. Jacques Roumain retourne au pays, plus enthousiaste que jamais et déterminé à apporter sa contribution à l'évolution de son pays. Il fonde et dirige dès 1941 le Bureau d'ethnologie de la République d'Haïti et enseigne à l'Institut d'ethnologie l'archéologie précolombienne et l'anthropologie préhistorique. En 1943, Jacques Roumain publie coup sur coup Contribution à l'étude de l'ethnologie botanique précolombienne en Haïti,
Deuxièmement, autour de la campagne anti-superstitieuse sur les superstitions dans ce texte, son objectif est de préserver notre culture nationale et de dénoncer les manœuvres du clergé catholique en Haïti. À l'époque, l'Église romaine menait campagne pour démanteler et piller les temples vaudous tout en forçant les nouveaux rejetés à embrasser la religion catholique. Il engage à ce propos une polémique célèbre avec le révérend Père Froisset, un jésuite, professeur au petit séminaire collège Saint-Martial. En 1943, toujours dans la même veine, il donne le sacrifice du tambour assotor, étude d'ethnologie religieuse. De 1943 à 1944, le président Élie Lescaut, tant pour marquer son appréciation à Roman que pour éloigner le foyer de révolte qu'il symbolisait, le nomme charge d'affaires aux États-Unis du Mexique en 1943. Romain part pour le pays des Aztèques. Il tombe malade. C'était prévisible, car malgré l'avis de ses médecins, il ne cessait de fumer et de boire sans réserve, avec exagération. Rétabli apparemment, il regagne son poste. Il revient précipitamment au pays pour y mourir le 18 août 1944 à l'âge de 37 ans de la cirrhose du foie et de la malaria.